Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Aujourd'hui, deux entrevues. Nos invités, Yves Charlebois, qui va nous parler de la période du homard et du crabe. Et Yannick Fréchette, une université bientôt à Victoriaville et elle sera virtuelle. Voici maintenant vos nouvelles. En manchette, la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable se tourne vers le gouvernement afin de régler le problème de pénurie de la main-d'œuvre. Et l'université virtuelle arrive à Victoriaville. Deux organisations ont donc décidé d'unir leurs forces pour contrer le problème de l'immigration et de la pénurie de main-d'œuvre. Il s'agit de la Fédération des chambres de commerce du Québec et aussi de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Les deux organisations demandent une vaste consultation pour qu'on arrive à régler les problèmes du système d'immigration et régler aussi les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. De plus, cette consultation devra être accessible à toutes les régions du Québec. Le président-directeur général de la FCCQ mentionne qu'actuellement, nous assistons à un dialogue de sourds par médias interposés. Du côté du président de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, Robert Béliveau, il explique que les besoins pour des travailleurs qualifiés sont toujours aussi criants. Des entrepreneurs doivent reporter des projets en raison du manque de travailleurs. Il reste maintenant à statuer sur cette vaste consultation. En terminant, une université virtuelle pour Victoriaville et sa région, la ville de Victoriaville ainsi que le Cégep appuient la faculté. La faculté est donc un organisme à but non lucratif qui offrira des formations universitaires en région. Tout est encore en l'état embryonnaire. À l'heure actuelle, on parle surtout de formation en présentiel ou encore virtuel. La ville de Victoriaville va d'ailleurs accorder un soutien financier de 100 000 $ récurrent pour un maximum de 3 ans. Le Cégep, tant qu'à lui, donnera accès aux salles de classe et aidera aux demandes auprès des universités. Et voilà, cela complète ce bulletin d'actualité. À surveiller nos deux entrevues, mais pour l'instant, allons-y avec notre capsule d'impact emploi avec Pierre Breton. Passez une excellente semaine. Bonjour, Pierre Breton, conseiller en emploi pour l'organisme d'Impact Emploi de l'Érable situé à Plessisville. Impact Emploi de l'Érable est un centre conseil en emploi qui a pour mission d'informer, soutenir, conseiller et encourager sa clientèle dans une démarche personnelle d'orientation, d'intégration ou de maintien en emploi. Vous vous êtes déjà posé la question comment bien structurer votre démarche de recherche d'emploi? Aujourd'hui, j'aborde les principales étapes pour effectuer une recherche d'emploi efficace. Je détaillerai un peu plus chaque point lors d'une prochaine capsule, mais voici ce que je considère comme les étapes importantes. D'abord, clarifier ses objectifs d'emploi, c'est-à-dire pour quel type de poste ou pour quel secteur vous postulez. Une fois établi, concevoir un bon CV qui va vous mettre en valeur pour l'emploi convoité. Par la suite, vous pouvez passer à l'action, c'est-à-dire postuler chez des employeurs. Il faudra alors réfléchir aux moyens que vous prendrez pour identifier les employeurs potentiels. Arrive ensuite l'appel à l'employeur pour passer des entrevues. Est-ce que vous êtes prêt à bien répondre à ces fameuses questions d'entrevue afin de vous mettre en valeur pour décrocher un emploi? Finalement, seriez-vous capable de maintenir votre emploi? Vous avez peut-être des interrogations ou de la difficulté à répondre à certains points que j'ai soulevés? N'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir davantage d'informations. Au plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à l'émission Érable en bref. Eh bien, aujourd'hui, on va vous parler, c'est-à-dire notre vedette, à part Yves Charlebois, qui est notre chroniqueur agricole, ce sera le fameux homard et le crabe. Oui, la pêche. Hein, on pêche pas le homard ou le crabe ici. Alors, est-ce que c'est un sujet local? Oui, parce que on en mange du homard. Alors, je veux savoir, moi, si la saison est commencée. Ça dure jusqu'à quand, cette période-là? L'histoire aussi. Puis,
est-ce que votre premier sandwich au homard, vous l'avez mangé? Alors, voici la réponse avec Yves Charlebois. Bonjour Yves! Oui, bonjour. T'as-tu mangé ton premier sandwich au Pas homard? au sandwich, mais je l'ai mangé nature jeudi dernier. Ben, raconte-moi à quelle occasion? Ben, tout simplement, c'est que quand c'est la semaine de la fête des mères, le homard tombe en rabais. C'est les premiers homards de l'année. Dans notre cas ici, ça vient de la Gaspésie. Les premiers homards qu'on reçoit, puis ils sont en rabais dans les supermarchés. Fait que j'en profite toujours pour en acheter. Et le goût de cette année du homard? Il était très, très bon. Là. Très bon, hein? Oui, Okay. absolument. Et souvent, quand on dit saison du homard, il faut dire aussi saison du crabe. Oui, également. On pêche le crabe à peu près sensiblement au même moment. Oui. Je peux te raconter un beau souvenir, moi. Oui, allez. Parce que moi, quand j'ai fait de la radio à Caraquette, CJVA, au New Brunswick, on était dans la baie des Chaleurs, puis on allait vraiment chercher le crabe et le homard à la sortie du bateau, là, avant qu'il soit congelé. Et j'habitais chez la tante d'Edith Butler. Oh! Ah, OK. Puis ce matin-là, elle dit, Lydia, viens manger avec nous, je vais te montrer comment on mange du crabe. Puis avec quoi on assaisonne le crabe. Elle a fait la même chose avec le homard. Puis la seule chose que j'ai retenue, ils m'ont dit, Lydia, il faut manger le crabe ou le homard comme si tu mangeais de la fondue. Ah, OK. Alors, tu comprends. Alors, c'est ce beau souvenir-là. Dans les maritimes, ils ont quelque chose de particulier. Ils sont très, très forts sur le sel. Quand ils le font bouillir, en tout cas, c'est carrément... c'est des tasses et des tasses de sel. Nous, on n'a pas cette façon-là de le faire parce que c'est vraiment... c'est très lourd là, quand on y goûte. Mais en tout cas, nous, on le fait de notre façon. Les Gaspésiens puis les gens dans les maritimes sont très salés là, au maximum. Ils sont entourés de sel marin. Oui, c'est ça. Ils font cuire dans l'eau de mer avec du sel de plus. Là, autres, voilà. Alors donc, revenons avec... si on parle du homard... Oui, le homard en tant que tel. C'est pas d'hier qu'on pêche ça au Canada. Moi, je parle de l'Atlantique. Je parle des provinces de l'Atlantique. Des archéologues ont découvert, en faisant des recherches, que les Premières Nations Micmac pêchent le homard depuis 10 000 ans. Fait que ça a été comme pour ça. Se nourrir. Pour se nourrir. Je ne sais pas s'ils le faisaient cuire ou quoi que ce soit. On sait que les archéologues avancent qu'ils utilisaient les carapaces pour se faire des bijoux, pour se faire différents objets avec les carapaces. Comment est-ce qu'ils mangeaient? Ils le faisaient bouillir, je ne sais pas du tout là, comment ça fonctionnait. Les Français, quand ils sont arrivés ici, Jacques Cartier en 1534, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup d'homards à Gaspé dans cette région-là. Il y a un prêtre missionnaire qui s'appelle Gabriel Sagard. Vous savez, Sagard dans Charlevoix, en 1632, a écrit que les pêcheurs français, à ce moment-là, venaient dans la région de Gaspé et prenaient énormément de homards. Comment? Avec des perches ou des choses comme ça. C'était pas défini. J'ai pas vu comment exactement ils s'y prenaient pour le capturer. Et c'est à partir de vers 1870 qu'on s'est mis à faire de la pêche commerciale du homard, à la fois aux îles de la Madeleine, en Gaspésie, Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. On s'est mis à en faire vraiment bien parce que à ce moment-là, le homard, c'est un produit qui n'avait pas de réfrigérateur dans le temps et il y avait pas, c'est pas un produit qu'on fait saler, sécher, tu sais, tout ça. Mais pour la conservation, c'était très local. Et vers 1870, on a découvert la boîte de conserve. Fait on s'est mis à mettre en conserve du homard. Et on en a fait en quantité assez phénoménale. Dans la péninsule gaspésienne, il y a eu jusqu'à une dizaine de conserveries de homard dans les années 40-50. On a fait des surpêches. C'était mal organisé à l'époque. Il y a eu un déclin de la population d'homards et les conserveries ont tous fermé les unes après les autres. Par la suite, Pêche et Océan Canada organisait ça par zone avec des quotas, avec des permis, en tout cas assez complexes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. On fait même l'ensemencement de bébés homards à coût de millions par année, à la fois dans le Golfe, à Terre-Neuve, etc., partout dans les provinces maritimes. Voilà. Et par ici, au Québec, parce qu'on sait qu'on est... Hein, on en a au Québec, à la fois en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Voilà. Donc, c'est ces deux endroits-là où nous, le peut aller homard visiter aussi. Oui. Le homard qu'on a ici dans les supermarchés, c'est du homard... On commence par la Gaspésie et après ça, par les îles de la Madeleine. Pour X raisons, parce que c'est probablement que les chaînes d'approvisionnement vont à cet endroit-là. Peut-être qu'on en a à l'occasion du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, mais c'est principalement du homard du Québec. Maintenant, tu as dû sûrement te renseigner sur les fameux quotas, parce que c'est pas tout le monde qui peut aller, qui peut devenir pêcheur de homard ou de crabe. Il y a un permis qui est rattaché avec un bateau. Ils sont 2 ou 3 personnes sur le bateau. Si on parle au Canada, au complet, là, il y a 9220
permis de pêche au homard. Au Québec, il y en a 585. Pêcheurs, à la fois en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Ça fait quand même pas mal de gens sur l'eau. La pêche au homard au Canada, on parle juste de débarquement. Là. Je parle pas de l'industrie, la transformation, la revente, les poissonneries, les distributeurs et tout ça. C'est 1,6 milliard de dollars par année payés au quai aux pêcheurs. Fait que c'était quand même une très, très, très bonne source de revenus pour ces gens-là. Et chacune des zones, les délais, les débuts de pêche varient d'une zone à l'autre. Par exemple, samedi dernier, c'était aux îles de la Madeleine, où à chacun des quais, c'est la course contre la montre au lever du jour. À telle heure, tous les bateaux c'est une tradition. Là, tout le monde, aux petites heures du matin, là, sont au quai. Puis les familles de ces gens-là, il y a normalement, au mardi, il y a 250 à 300 casiers, tout dépendant de son permis. Fait qu'il est chargé de ses casiers et c'est le premier qui va essayer de trouver son spot de pêche pour aller déposer ses casiers. Oui, c'est toute une fête. Hein? Oui, puis particularité, c'est que quand il y a longtemps, les pêcheurs d'homards bricolaient leurs casiers eux-mêmes. C'était en bois avec des galets de pierre pour qu'ils tiennent dans le fond. Maintenant, ils sont en métal. C'est carré en métal. Ils ont mis un poisson dedans, du hareng ou du maquereau. Et les homards, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent à l'intérieur du casier. Il y a une espèce d'entonnoir, puis ils ne peuvent plus sortir. Fait qu'une fois par jour, on lève les casiers, on retire les homards, on change le poisson, puis on va déposer le casier un petit peu plus loin dans la mer. Fait que chaque pêcheur a 250 à 300 casiers à lever à chaque matin. Mais c'est quand même un métier dangereux parce que quand la mer est belle, ça va bien. Ouais. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire un tour en bateau. Oui, bien, je suis déjà allé à la pêche au homard. Bon, bien, ça brasse dans le bateau, même quand il fait beau. Là. Moi, le capitaine avait beaucoup de plaisir à regarder dans le rétroviseur en tenant la barre et en me voyant me promener avec des casiers en arrière. Oui. J'avais de la misère à passer. J'ai failli passer par-dessus bord avec un casier. Ça pèse... Non, c'est un casier qui pèse 100 livres. Parce qu'à cause des pierres. Oui, c'est ça. Là. Fait que 100 livres quand il y a le bateau, c'est pas évident là, de tenir le coup. Là. Oui. Et quand on parle de quotas, c'est important de dire qu'il y a un nombre restreint. Dans une région donnée, on doit prendre tant de kilos de homards. Il y a plein de régions. Là. C'est très complexe comme système. Chaque zone de pêche, tu as le droit de prendre X nombre de tonnes, puis etc. Fait que quand le quota est atteint, il y a une limite de début de pêche et de fin de pêche en laps de temps. Et il y a également une limite au volume qu'on peut prendre. Oui, parce qu'il y a quand même un territoire à respecter. Oui, c'est ça, c'est des zones de pêche. Aussi, là. Exactement. Alors, ce qu'il nous reste à dire, parce qu'il reste simplement 2 minutes, là, pour le crabe, donc, vous dites qu'il y a des millions et des millions, mais qu'est-ce qu'il reste à mentionner? Au niveau du crabe, eux autres, c'est assez spécial comme particularité, le crabe. On pêchait jamais ça ici. On ramassait ça dans le fond des filets de pêche jusque dans les années 80. Et à un moment donné, il y en a un qui a dit, ben, il y aura peut-être de l'argent à faire avec ça. Ça fait qu'ils se sont mis à le pêcher avec des casiers. C'est des casiers ronds, là, ils rentrent à l'intérieur, tout ça. Et ils se sont mis à le faire de façon commerciale, cette pêche-là. Et les Asiatiques sont très friands. Nous, c'est du crabe des neiges au Québec qu'on pêche. Dans les provinces maritimes, il y a du crabe d'Alaska. Il y en a partout dans le monde, du crabe. Là. Mais nous, c'est du crabe des neiges, une variété. Et ça se vend très cher. Cette année, le prix varie entre 25 à 45 la livre. Fait que ça peut vous donner une idée. Là. Le homard est à 9 à peu près en rabais dans les supermarchés, mais l'autre, c'est comme... C'est très rare, ben, c'est l'offre et la demande. Là. Il y a des Japonais qui sont prêts à payer 45$, fait qu'ils nous le vendent, etc. Fait que c'est un gros truc. Au Canada, on a 3884 permis de pêche. Au Québec, 397. Permis de pêche au crabe. Moi, j'en ai mangé samedi parce qu'il y avait une levée de fonds par un organisme à Thetford Mine. C'était, pour vous donner une idée, là, une caisse de homard, on le vendait pas cher, l'organisme. C'était à 24 la livre, fait que une caisse de 10, c'était à 240 la caisse. Et c'était congelé et salé au maximum. C'était absolument très bon, mais c'est pas quelque chose que je vais acheter la semaine prochaine. Non, mais tout a été vendu. Oui, tout a été... Non, mais c'est pas quelque chose que... C'est tellement cher que c'est pas un produit que je vais aller
que je vais aller acheter la semaine prochaine. Là. Bon, ben ça complète déjà notre Oui, chronique. effectivement, c'est crustacé. C'est en plein ça. Alors, merci beaucoup, Yves Charlebois. Merci. À la prochaine. Alors voilà, c'était notre chroniqueur agricole, donc Yves Charlebois. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, notre sujet, on va vous parler de la faculté. Est-ce que vous connaissez? Si vous avez répondu non, vous avez entièrement raison parce que tout est encore embryonnaire comme projet. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas commencer aussi à en parler? Parce que moi, j'appelle ça que ça fait partie des bonnes nouvelles de la journée. Alors, pour ce faire, on reçoit notre invité que vous connaissez. Il est toujours conseiller à la ville de Victoriaville. Alors, c'est Yannick Fréchette. Bonjour, Yannick. Bonjour, Lydia. Et enseignant également. Psychoéducateur. Psychoéducateur. Oui. Puis, moi, je dis aussi initiateur de beaucoup de projets à la ville de Victo. Très actif. Un gars très actif, en effet. Tellement actif que là, oups, un nouveau projet, la faculté. Un beau projet. Bon, raconte-moi, pour que les gens nous suivent un peu, c'est que on veut avoir une université dans la région sans qu'on se déplace ou qu'on étudie à distance et ensuite aller faire nos examens, que ce soit à l'Université de Sherbrooke ou encore à l'Université de Trois-Rivières. Alors, pour ce faire, eh bien, Yannick, pour que les gens nous suivent, donc, il est question de l'implantation d'une université à Victoriaville. On va appeler ça une université virtuelle parce qu'en fait, là, on ne vise pas un bâtiment. Bon, il faut bien comprendre. J'ai fait exprès. Hein, on n'investit pas dans un bâtiment. Puis l'idée, en fait, c'est... nous, là, en 2017, là, Bill Ninac a fait un dépôt, un travail qu'il a fait avec d'autres conseillers municipaux aussi, entre autres Patrick Paulin et Michael Provencher. Oui. C'est presque une thèse, hein? Quand Bill Ninac est là, c'est ça, c'est une thèse. Oui, c'est du solide, du solide. Puis à la finale, en fait, qu'est-ce qu'on a réalisé aussi, c'est que le taux de diplomation au niveau des études supérieures est seulement 17 en région. Bon, là, je t'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un taux de diplomation qui est à seulement, tu as bien dit seulement, 17 C'est négatif? Bien, si on fait un comparatif avec le reste du Québec, on est à moitié. On est à mi-chemin. Fait que je dirais que c'est plus du 34 dans d'autres régions, mais au centre du Québec, on est à du 17 Donc, nous, on s'est dit avec... François Hull, là, qui est dans le projet initial, l'année passée, quand il y a eu la pandémie, bien, on s'est dit, je pense qu'il est temps qu'on regarde ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contribuer à augmenter le taux de diplomation. Mais ça signifie quoi pour une région, par exemple? Bon, ben, s'il n'y a pas d'université, est-ce qu'on peut dire que c'est pas grave? Bien, il y a quand même beaucoup d'enjeux, hein, Lydia. Il y a les gens qui s'exodent pour aller étudier à l'extérieur. Okay? Donc, l'économie. Exact. Il y a aussi la formation continue. C'est que les gens sont en emploi, ça fait X années qu'ils travaillent, peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. S'il n'y a pas l'université qui est proche, donc l'accessibilité des études universitaires pour pouvoir poursuivre leurs études et peut-être aspirer à d'autres fonctions dans leur compagnie ou dans l'organisation, bien, ils deviennent limités parce qu'il y a une réalité, là. C'est pas vrai que avec 2 enfants à la maison ou 3, que tu vas prendre ta voiture à tous les semaines. Il est à l'Université Laval, par exemple, ou à Trois-Rivières, à Sherbrooke, ou à Montréal. Il y a une réalité là, par rapport à ça. Donc, ce qu'on veut, c'est rendre accessible l'université ici même en région. Oui. Réalité de distance physique. Distance physique, effectivement. Et aussi le transport, hein? Le transport, puis la flexibilité aussi. De là, un peu, quand la pandémie est arrivée, tout est arrivé à point, en fait. Là. Oui, hein? La pandémie est arrivée, on a réalisé que Zoom, écoute... On s'est aperçu que les gens voulaient étudier. Oui. Puis Zoom, Teams, tout ça, puis on a réalisé qu'on peut suivre la formation à travers la pédagogie numérique qu'on appelle, là. Donc par le numérique. Donc on s'est dit, bien, on va essayer de rendre accessible aux gens d'ici la formation à distance par le virtuel. Donc, c'est bien beau tout ça, là, mais... On ne fait pas ça tout seul, parce que vous, votre rôle, Yannick, c'est quoi? Vous avez un CA? Oui, on a constitué un CA, en fait. Donc, il y a Myriam Rousseau, il y a Simon Bilvaux, Marco Baron, Cynthia Galland, puis Amélie Racine et moi. Un beau CA. Oui, un très, très, très beau CA. Chacun a quelque chose à apporter. Oui. Effectivement, chacun a son profil au niveau du CA. Puis, ça nous a permis, par la suite, avec la Ville et le Cégep, de créer une entente de partenariat, en fait. OK. Vous êtes 3 entités, là. Exact. Okay. On sait que la Ville, dans son plan stratégique,
augmenter l'accessibilité des études supérieures, faisait partie de leur plan stratégique 2017-2027. Donc, la Ville contribue un montant de 100 000 par année pour les 3 prochaines années. Et le cégep, eux, il y avait une expertise institutionnelle qu'on avait besoin. Ils ont des locaux aussi disponibles. Ils ont l'infrastructure pour accueillir, parce que c'est sûr qu'il va y avoir du virtuel, mais on va avoir besoin des locaux, on va avoir besoin de laboratoires aussi. Donc, le cégep vient pallier à ce niveau-là. Donc, puis nous, ben on est sur le terrain, moi j'appelle ça, on est sur le terrain où c'est qu'on va voir les... je vais donner un exemple. On travaille pour le bac en psychoéducation. C'est une réalité, c'est un besoin. Ben ça, on est allé chercher des noms. On est allé chercher des gens qui seraient intéressés à suivre la formation. Puis rapidement, ben, on a trouvé beaucoup de gens qui étaient intéressés à suivre le bac en psychoéducation. Là, ça fait partie de la démarche. Avec le cégep, leur expertise, avec l'appui financier de la Ville. Donc, c'est ça, la faculté. Oui. Et quand on dit faculté, il y a vraiment un diplôme du ministère de l'Éducation avec ça. Oui. Tout est certifié. Là, on va être associé avec l'université. Oui. C'est l'université qui vient donner la formation ici en région, soit par le virtuel ou soit ils vont se déplacer, mais c'est vraiment c'est des crédits. C'est des crédits universitaires. Si on prend le côté de la Ville, de Victoriaville, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Bien, d'un, c'est que, comme je disais tantôt, ça permet de garder les gens ici en région. Ça permet aussi d'augmenter le revenu médian. Il faut comprendre aussi, Lydia, c'est qu'on est au centre du Québec, Victoriaville. Donc, on est au centre de plusieurs universités, physiquement. Oui, tout à fait. Ça, il faut le réaliser, c'est que, je dirais, on est à 1h15, 1h20 de plusieurs grandes universités. Puis nous, ce qu'on veut, c'est, en tant que courtier, c'est aller voir l'université qui est disponible pour donner tel type de formation, tel type de cohorte pendant X années pour amener nos gens à suivre la formation universitaire. C'est un énorme atout, notre position géographique par rapport à tout ça. C'est plaisant de parler d'un projet qui est comme embryonnaire, OK? Oui. Parce qu'on peut prendre plusieurs directions, OK? Mais là, qu'est-ce que vous avez sur table dans votre CA qui devrait être applicable? Actuellement, on est en démarche avec des universités. OK, on cogne aux portes, là. On est rendu là. Oui, on cogne aux portes, là. On cogne aux portes, là. Puis on a eu déjà plusieurs rencontres avec des doyens. Bon, les réactions? Très positifs. Oui? Les réactions sont positives, là. Lydia, on le voit, les universités, là, la formation à distance, on entend parler. On entend parler. Le projet, on l'aurait sorti il y a 3 ans. Le timing n'aurait pas été aussi fort que là. On est en plein dans le bon contexte pour sortir un projet comme la faculté, parce que les universités sont au rendez-vous en plus. Savez-vous ce que je pense? Parce que quand vous arrivez là pour négocier, dans le fond, vous allez fournir les étudiants quelque part. Donc moi, j'appelle ça une relation gagnant-gagnant. Voilà. Nous, notre rôle, c'est de créer, arriver avec la demande, en fait. Oui. Nous autres, on arrive avec la demande, on arrive avec les gens qui sont prêts à être formés dans tel domaine, puis on s'en va vers les universités. Puis on dit, là, c'est des gens qui sont déjà à l'emploi. Comment qu'on peut faire pour faciliter la formation universitaire? Donc, inévitablement, le virtuel entre en ligne de compte. Bon. Et avec le cégep, vu que le cégep a quand même des informations privilégiées envers le milieu du travail aussi, donc, pour le cégep, le plus, dans le fond, c'est de dire, bien, nous, ça nous prendrait telle formation. Oui, puis en même temps, ça va permettre de créer des passerelles aussi d'ECBAC qu'on appelle. Oui, OK. Donc, c'est intéressant pour les étudiants de voir qu'ils peuvent créer une continuité dans leur parcours de formation. Et puis, tout le volet aussi de reconnaissance des acquis. Donc, le cégep de Victo, pour nous, c'est un incontournable dans notre projet pour nous aider. Oui. Puis même les examens vont se faire quand on dit sur place, c'est au cégep. Bien, c'est pour ça qu'on avait besoin de... Je pense pas qu'on manquait de bâtiments comme tel là, pour créer la faculté, mais on utilise déjà les locaux existants en région. Donc, les gens qui sont comme intéressés, parce que là, les gens pensent à dire, bon, bien là, pour être plus performant, parce qu'on voit plein de publicités, etc. Donc, quel cours je devrais choisir? Est-ce que ça, c'est pas prêt, là, la liste non, là, nous de la autres, formation? on est en train de bâtir, là, encore là, avec notre partenaire, le cégep, un questionnaire. Dans le fond, un questionnaire pour que les gens, quand ils vont venir sur notre page, là, actuellement, on est avec une page Facebook, là, la faculté. Donc, les gens peuvent venir nous voir ou s'inscrire sur la faculté, puis au fur et à mesure, on va leur donner les informations. Là. Bon. Mais oui, on veut les sonder le terrain là, au niveau des besoins. Donc, vous êtes actuellement dans les différentes phases d'une enquête stratégique ou d'un plan stratégique.
Exactement. C'est ce que j'ai compris. Exactement. OK. Mais si tout va bien, Oui. ça devrait commencer quand, approximativement? Écoute, c'est sûr que nous, on vise une cohorte en 2022. Ben, c'est quand même... Oui. OK. Non, c'est... OK, c'est là. C'est là, c'est pour ça qu'on est 3 partenaires, entre autres. Oui. Là. Puis on a un CA très actif, très solide, là, parce que ça travaille très fort. Ben, chacun sera prêt en même temps. Ce qu'on veut, c'est notre souhait, c'est qu'en 2022, on puisse commencer à avoir l'offre universitaire. C'est pour très bientôt. Oui. Mais supposons que quelqu'un, juste pour finir, là, Oui. supposons que quelqu'un dit, moi, j'aurais besoin de telle formation, est-ce que ça va se donner comme à la faculté? Est-ce que je peux aller vers vous Oui. déjà? Parce que les gens vont m'entendre parler, là. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Parce que déjà, vous avez allumé un feu, là. Oui, bien, c'est pour ça que je dis le plus simple, le plus facile, là, c'est que la page Facebook, c'est à jour, c'est continuellement à jour. Là. Faculté. Oui, c'est que les gens veulent aller sur la page, puis on leur répond assez rapidement aussi. Ouais. Là. Et faculté, ça se termine par un T. Oui, c'est la, espace, faculte, T à la fin. Voilà. Un beau petit jeu de mots. Alors maintenant, si vous avez d'autres questions, alors je vous envoie directement à Yannick Fréchette, le directeur, plutôt le président de la faculté. Merci Yannick. Merci à toi. Au revoir. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.